Bienvenue pour ce webinaire sur la 8e vague de la MIBOAS. Donc merci à tous de vous être connectés. L'objectif aujourd'hui, ça va être de faire une présentation de cette 8e vague et de faire aussi une passe sur le dossier de candidature à l'AMI. Donc pour ce webinaire, nous serons deux à prendre la parole. Donc pour ma part, je suis Lauriala, je suis chef de projet Open Science à la direction scientifique. Et donc je partagerai ce webinaire avec Naurès, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Naurès Pessassi, je suis responsable des partenariats à la direction des partenariats. Je suis en charge d'accompagner les projets lauréats et aussi d'organiser cette AMI. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la session. Et du coup, l'ordre du jour aujourd'hui, dans un premier temps, c'est faire une présentation de l'AMI, faire une passe sur le dossier de candidature ainsi que les annexes, et enfin la convention de collaboration. Donc, on va commencer par une présentation de l'AMI BOAS. Dans un premier temps, cette AMI il est porté par le Health Data Hub, qui est une structure publique créée fin 2019 et qui vise à faciliter l'accès aux données de santé pour des projets d'intérêt public dans la continuité de la mise en place du Système national des données de santé en 2016. Donc, c'est un guichet unique sur les données de santé en France, mais c'est également un catalogue de données incluant une des plus larges bases médico-administratives au monde et une plateforme sécurisée à l'état de l'art. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt BOAS, c'est un programme qui a été mis en place en réponse aux obstacles liés à la manipulation des données de santé à des fins de recherche. Il a pour objectif de répondre à différents enjeux, notamment la complexité des données de santé et notamment celle de la base principale du Système national des données de santé, mais également des enjeux autour de l'accessibilité des algorithmes qui sont parfois limités, ainsi que leur validation, qui est difficile, longue et coûteuse. Cette année, on le verra un peu plus tard dans la présentation, mais il y a aussi pour objectif de répondre à un enjeu autour du déploiement rapide des EDS à travers le territoire, avec pour objectif notamment d'exploiter efficacement ces vastes volumes de données hétérogènes. Donc, le développement d'algorithmes adaptés permet d'optimiser la gestion, l'analyse et l'interprétation de ces données en facilitant des tâches comme l'anonymisation, le cohorting, la pseudonymisation ou encore la data visualisation. Donc, l'objectif, c'est que ces outils contribuent à renforcer la qualité des analyses, accélérer les découvertes médicales et améliorer la prise en charge des patients. L'appel à manifestation d'intérêt répond à plusieurs objectifs, notamment soutenir le développement et la validation d'algorithmes, de programmes informatiques ou d'outils permettant de faciliter la réutilisation de toutes les bases de données de santé, mutualiser les efforts autour des outils de manipulation des données de santé, consolider et fiabiliser les outils d'analyse de données et enfin promouvoir l'open source dans la recherche sur les données de santé. L'AMI, du coup, il est ouvert en continu depuis plusieurs relèves avec donc plusieurs relèves successives qui ont été organisées. À l'heure actuelle, il y a déjà 7 relèves qui ont eu lieu et qui ont permis de soutenir 25 projets qui sont sur des thématiques de santé variées. On a des thématiques liées à l'enfance, notamment autour de la maltraitance, de la périnatalité, mais on a aussi des thématiques liées à différentes pathologies, que ce soit de l'hématologie, de l'hépatologie, etc. Donc, suite aux 7 premières vagues de l'AMI, il y a eu une évolution pour cette 8e vague. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait 3 thématiques différentes qui ont toutes évolué de façon à être un peu élargies. Donc, la thématique numéro 1 qui portait sur la documentation médicale et technique d'algorithmes de ciblage a évolué et a été notamment élargie à tout algorithme ou code source développé sur les données de santé. Donc, on n'est plus exclusivement sur des algorithmes de ciblage et on n'est plus exclusivement sur les données du SNDS. Les thématiques 2 et 3 ont été fusionnées et élargies. Donc, il s'agissait de proposer dans la thématique 2 l'évaluation et la sophistication d'algorithmes développés sur la base principale du SNDS par des institutions nationales. Aujourd'hui, cette thématique, elle porte sur tout algorithme, code source ou autre programme visant à faciliter la réutilisation de la base principale du SNDS. Et la thématique 3, qui était historiquement sur le développement, l'évaluation et la validation de nouveaux algorithmes de ciblage sur la base principale du SNDS, a évolué pour aujourd'hui porter sur tout algorithme, code source ou programme visant à faciliter la réutilisation de toute base de données autres que les bases principales du SNDS. Donc, ça peut également porter sur des briques algorithmiques ou des briques technologiques portant sur les EDS.
Donc, pour résumer, à l'heure actuelle, les 3 thématiques qui sont encadrées par l'appel à manifestation d'intérêt BOA sont la thématique 1, qui porte sur la documentation médicale et technique d'algorithmes ou codes sources développés sur les données de santé afin de permettre leur réutilisation large. La thématique 2 porte sur le développement, la validation et la sophistication d'algorithmes de ciblage ou autres programmes visant à faciliter la réutilisation de la base principale du SNDS. Et la thématique 3 porte sur le développement, la validation et la sophistication d'algorithmes, codes sources ou programmes visant à faciliter la réutilisation de données de santé autres que celles issues de la base principale du SNDS. Donc, pour ces 3 thématiques, un accompagnement financier est proposé par le Health Data Hub, ainsi qu'un accompagnement humain sur une période allant de 12 à 24 mois. Donc, pour la thématique 1, le montant de l'accompagnement financier peut aller jusqu'à 10 000 € sur une période de 12 mois. Et pour les thématiques 2 et 3, le montant peut aller jusqu'à 100 000 € sur une période de 24 mois. L'appel à manifestation d'intérêt BOA s'est accompagné d'une forte implication en termes d'ouverture de la science et d'ouverture des résultats, notamment pour favoriser les avancées scientifiques et l'innovation. Donc ici, on cite de façon non exhaustive les intérêts de l'ouverture de la science, notamment en ce qui concerne la fiabilisation de la recherche, puisque l'ouverture des résultats permet notamment de favoriser la reproductibilité des résultats. Également en termes d'efficacité de la recherche, puisque ouvrir les résultats permet d'accélérer les futurs travaux et d'éviter de dupliquer les efforts. On peut également citer l'amélioration continue des résultats puisque la communauté peut proposer des améliorations, des précisions ou des modifications à une ressource qui serait ouverte. Et enfin, la valorisation de la recherche et des ressources qui participent à l'ouverture de la science puisqu'on augmente la visibilité des ressources et des institutions. En réponse à ce besoin d'ouverture, le Health Data Hub a mis en place une bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé qui a pour objectif de centraliser les algorithmes en santé qui seraient partagés en open source, qu'il s'agisse d'algorithmes issus de l'appel à manifestation d'intérêt BOAS ou d'autres algorithmes issus de tout type de projet et qui ne portent pas forcément sur les données du Système national des données de santé. Donc, cette bibliothèque, elle a un objectif double, comme je le disais, à la fois référencer les algorithmes de ciblage sur la base principale du SNDS et leur implémentation, mais également référencer les algorithmes de traitement des données de santé de façon plus générale. Donc, c'est un projet qui est collaboratif, qui permet donc de centraliser les algorithmes, mais c'est également une initiative qui permet de proposer un accompagnement à toutes les étapes de l'ouverture et de proposer un partage de bonnes pratiques. Comment cette bibliothèque se présente? Donc, sur le site internet du HDH, elle se présente sur une forme de liste d'algorithmes qui sont ouverts, avec notamment un système de tags et de filtres qui permettent de mieux naviguer dans la bibliothèque. Si on ouvre une fiche d'un algorithme, on va avoir une description exhaustive de l'algorithme qui permet de rassembler tous les éléments nécessaires à sa réutilisation et notamment le lien vers la ressource qui est ouverte sur une plateforme collaborative telle que GitLab. Donc là, dans le cas présent, la ressource est publiée sur le GitLab du Health Data Hub, mais on peut tout à fait référencer des ressources ouvertes sur le GitLab du porteur de projet. Ce qui est vraiment important, c'est que la ressource soit accessible sur une plateforme collaborative et ouverte telle que GitLab ou GitHub, de façon à mettre à disposition des ressources, quel que soit le langage de programmation, de façon à travailler en collaboration afin de faire évoluer les versions, mais également de documenter ces changements pour faire un historique de versions et faire en quelque sorte valider et comparer les différentes versions. Dans cette démarche d'ouverture, le Health Data Hub accompagne les porteurs de projets à toutes les étapes. Au niveau de la documentation, on peut proposer un template qui permet de guider le porteur de projet et essayer de faire en sorte qu'on ait tous les éléments nécessaires à la réutilisation de la ressource. Donc, c'est notamment ce qui est utilisé pour la création de la fiche dans la bibliothèque. On propose également des systèmes de parentalité avec l'attribution de DOI aux ressources. Et on met également à disposition notre outil de diffusion tel que le GitLab du HDH. On peut également apporter notre expertise sur tout ce qui est interopérabilité, licence ou bonne pratique. Donc voilà, on est vraiment présent à toutes les étapes de l'ouverture. Donc pour continuer sur la NIBOAS, on va rentrer un peu plus dans le détail du dossier de candidature. Donc qui peut candidater et quels sont les critères d'éligibilité? Donc déjà pour candidater, il faut compléter un dossier qui doit être conforme à un format spécifique qui est détaillé au niveau de la plateforme Démarche simplifiée. Et ce dossier doit être soumis dans les délais impartis sous forme électronique. Concernant le projet, il doit être en cohérence avec le budget qui est proposé, il ne doit pas dépasser donc, le budget maximal autorisé par thématique. Également, il ne doit pas faire l'objet de financement public hors du cadre du présent appel à projet.
Il doit se dérouler sur une durée ne dépassant pas les durées maximales autorisées par la thématique et doit porter sur une des 3 thématiques évoquées précédemment. Donc, il faut que la demande qui soit formulée auprès du Health Data Hub soit cohérente et que le partage des éléments produits dans le cadre du projet en open source soit prévu par le porteur de projet. Concernant le porteur de projet, il faut que ça soit une personne qui soit morale et enregistrée en France et il faut que le porteur soit à jour de ses obligations fiscales et sociales. Concernant les critères de sélection, on sera très attentif aux bénéfices attendus pour la communauté, aux pertinences des données que vous souhaitez mobiliser dans le cadre des thématiques 2 et 3, à la capacité des porteurs de projet à assurer le projet et la maturité du projet. On sera également attentif au caractère réutilisable de l'algorithme, la pertinence de la méthodologie qui est envisagée pour le développer dans le cadre des thématiques 2 et 3, la faisabilité et le réalisme technique, et enfin le dimensionnement et la pertinence de l'accompagnement demandé. Donc, on va rentrer un tout petit peu dans le détail de ces différents critères d'évaluation, mais ils sont tous détaillés dans le cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt. Concernant le bénéfice attendu, on va être attentif à ce que l'algorithme, le programme ou l'outil proposé soit intéressant pour la communauté et qu'il ait un potentiel de réutilisation par la communauté. Donc, n'hésitez pas à référencer des différents travaux qui pourraient exister autour du projet ou qui peuvent également attester des premières recherches qui ont été faites. Il faut que la problématique soit bien entendu claire et définie dans le dossier. Concernant la pertinence de la méthodologie, c'est important de décrire le format envisagé pour la description médicale et technique dans le cadre de la thématique 1 et également décrire l'algorithme ou l'outil envisagé ainsi que la méthodologie pour assurer sa fiabilité ou sa performance dans le cadre des thématiques 2 et 3. Concernant la pertinence des données mobilisées, c'est un critère qui rentre en compte dans le cadre des thématiques 2 et 3. Donc, il faut bien décrire le périmètre de données qui est nécessaire pour développer l'algorithme, détailler, si possible, les données qui sont requises pour la validation, donc vérifier qu'il y a une cohérence entre les besoins et l'ambition du projet. N'hésitez pas également à préciser si les démarches sont en cours pour accéder aux données ou si elles sont prévues et lesquelles sont envisagées. Décrire les approches pour réaliser un appariement si nécessaire et enfin décrire les limites et les enjeux identifiés concernant la mobilisation des données. On va également être attentif à la faisabilité et au réalisme technique du projet. Donc, il faut bien être clair sur la vision cible et les jalons associés pour la mise en place du projet. Donc, n'hésitez pas à faire une description détaillée de l'approche méthodologique et pratique dans le cadre des thématiques 2 et 3 et montrer en quoi le budget est en adéquation avec les jalons. On vous conseille également d'être assez précis sur les différents postes de dépenses que vous auriez identifiés et d'expliquer si vous avez envisagé des risques et comment vous pensez les maîtriser. On va également être attentif à la capacité du porteur de projet à porter le projet et sa maturité. Donc, quelle est son expérience et son implication vis-à-vis du projet, vis-à-vis des données de santé, du développement algorithmique, etc. Quelle est son adéquation avec l'ambition du projet? Si des résultats ont déjà été produits, ça peut être intéressant de le préciser puisque ça peut permettre d'attester de la crédibilité et de l'avancement du projet et de la rédaction du protocole scientifique. Et également préciser si des démarches réglementaires sont en cours ou si elles ont été envisagées dans le cadre des thématiques 2 et 3. Concernant le dimensionnement et la pertinence de l'accompagnement demandé, il faudra être assez exhaustif sur la pertinence du demande de l'accompagnement et notamment du financement, et notamment préciser la plateforme utilisée pour les thématiques 2 et 3. Et enfin, le dernier critère d'évaluation, comme je l'ai dit, qui est important, c'est le caractère réutilisable de l'algorithme. Donc, n'hésitez pas à être exhaustif sur les enjeux associés au projet, notamment les enjeux de santé publique, les enjeux opérationnels et les enjeux pour la réutilisation. Donc, comme on le disait, la démarche de science ouverte, c'est quelque chose qui est très important dans cette AMI. Ce critère est important pour l'éligibilité et l'évaluation. En pratique, pour déposer votre dossier de candidature, vous pouvez accéder au lien qui est ici et qu'on vous enverra dans le chat directement sur la plateforme Démarche simplifiée pour constituer votre dossier. Pour la suite, je laisse la parole à Naurès. Merci Laurie. Dans le cadre de la candidature, vous aurez certaines annexes à joindre à votre dossier de candidature qui seront directement dans Démarche simplifiée. Alors, à commencer par l'annexe financière. Et justement, comme vous le savez, dans le cadre de cette AMI, il y aura un accompagnement financier. Donc, ce financement provient de fonds publics. Donc, il est donc régi par un règlement financier que vous pouvez trouver le lien dans le chat.
pour avoir plus de détails. Et justement, de ce règlement, 4 grands principes découlent. Le premier, c'est le taux de financement, qui est déterminé en conformité avec la réglementation européenne relative aux aides d'État. Une analyse d'éligibilité sera conduite par le HDH avant de signer la convention de partenariat. Pour le financement est versé en plusieurs fois, c'est-à-dire concrètement, pendant votre projet, il y aura par exemple 2 étapes. Une étape qui sera pour la préparation des données, par exemple, et l'autre étape sur le développement d'algorithmes. Donc, un premier versement sera cohérent avec la première étape et un deuxième versement sera fait avec le début de la deuxième étape. Et il y aura aussi un troisième versement qui est relatif à la rétention, parce qu'on applique une rétention de 20% à chaque versement, et la rétention globale sera libérée lors du dernier versement. Donc, dans notre exemple, ce sera le troisième versement. Sous réserve, la rétention sera versée sous réserve de l'ouverture des résultats et aussi de l'envoi des justificatifs. Donc, les justificatifs, qui est le quatrième principe. L'idée, c'est chaque dépense du projet doit être justifiée par le partenaire. On verra plus en détail les justificatifs. Pour ce qui est des coûts admissibles, on a 2 types de coûts. Il y a des coûts directs et des coûts indirects. Les coûts directs, c'est les dépenses de personnel. Donc, ça va être les salaires bruts, les taxes sur les salaires, les primes indemnités, charges sociales et patronales, etc. Et les autres coûts directs qui pourront être des licences, des logiciels, accès à des bases de données et des prestations de services. Les coûts indirects, c'est les coûts qui ne peuvent pas être liés directement à un projet. Et concrètement, ça va être les frais de gestion, de recrutement, comptabilité, etc. Il est important aussi de noter que ces coûts admissibles, c'est une sorte de subvention et ce n'est pas une prestation de service. Donc, la facturation de ces coûts se fera sans TVA. Et au début de chaque versement, on demandera au porteur de fournir une facture ou un avis de somme à payer. Donc là, si on regarde à quoi elle ressemble l'annexe financière, on partage directement l'annexe financière pour voir à peu près. Voilà, merci beaucoup Laurie. Donc on aura il s'agit d'un tableur Excel sous forme avec plusieurs onglets. Donc le premier onglet, c'est une sorte de fiche d'identité pour le projet avec le nom du projet, programme, etc. Deuxième onglet, c'est un récapitulatif de l'annexe qui sera rempli automatiquement selon les autres onglets. Donc, le premier onglet qui correspond au premier versement, donc à la première étape, par exemple, on a les dépenses, les frais de personnel, avec ici l'intitulé du poste et la description des activités, avec les TGM, les nombres de jours alloués à cette activité et les types de justificatifs. Là, on demande 2 types de justificatifs. Il y a des justificatifs initiaux et des justificatifs finaux. Les justificatifs initiaux, c'est des justificatifs qui seront demandés en amont de l'étape. Par exemple, pour les frais de personnel, ça peut être des fiches de poste, des copies de lettres de mission, plus un contrat de travail ou des fiches de paye anonymisées. Et l'idée ici, c'est de justifier le budget demandé. Pour les frais généraux, on demande une attestation de comptable tamponnée pour justifier les frais, le pourcentage des coûts indirects. Et pour les coûts indirects, par exemple, pour des prestations de services, on demande des devis. Et donc, pour les justificatifs finaux qui seront demandés à la fin de l'étape, ça va être des bulletins de paye, des fiches de paye qui justifient justement les dépenses réelles pour les frais de personnel. Et pour les prestations de services, ça va être des factures. Yes. OK.
Donc, pour la prochaine annexe, ça va être l'annexe EDB, donc expression des besoins des données SNDS. Et si votre projet repose sur des données de la base principale du SNDS et que vous souhaitez les exploiter, il faut fournir un certain nombre d'informations qui seront consolidées dans une expression de besoin. Donc, cette fiche, elle suit le format type qui est fourni par la CNAM. Et vous pouvez trouver dans le chat aussi un guide qui vous permettra de compléter l'EDB section par section, en vous fournissant vraiment une aide au remplissage et justement d'éventuels exemples et conseils. Pour la fiche projet, on peut... Pardon, je vais le rire. La fiche projet, en fait, elle va servir à créer une page dédiée à chaque projet lauréat pour pouvoir le promouvoir et informer le grand public sur son importance et les bénéfices qu'il apporte à la recherche. Ici, puisqu'elle est destinée au grand public, il sera donc utile de vulgariser un peu les informations afin de les rendre accessibles à tous. Donc, voilà, avec les détails sur le nom du projet, les mots-clés, les types d'acteurs, l'innovation, l'objectif, etc. Ah oui, bien sûr, il nous reste la convention de collaboration. Donc, cette convention, elle est mise pour encadrer les engagements du HDH et des partenaires lauréats. Il y a aussi le contrat d'utilisation de la plateforme. Donc, si vous avez besoin d'un espace de travail sur la plateforme technologique, ce contrat sera signé suite aux autorisations réglementaires. Petit focus sur la convention de collaboration. Elle n'est pas à fournir dans le cadre du dépôt du dossier, mais elle est obligatoire pour signer pour les lauréats. Elle se compose d'un corps de convention auquel est attaché trois annexes. Une annexe sur la fiche d'identité qui décrit les objectifs du projet, le domaine médical, les sources de données mobilisées, etc. Une annexe 1 bis qui décrit les travaux et le calendrier prévisionnel. Une annexe 2 qui porte sur la propriété intellectuelle, qui fixe les droits, les obligations des partenaires et du HDH, en déterminant aussi les connaissances propres et les droits antérieurs de tiers, et surtout les listes des résultats escomptés avec les résultats qui seront ouverts dans la boîte. Et l'annexe 3, c'est l'annexe financière, donc c'est celle qu'on a montré tout à l'heure. Il y a un exemple de la convention de collaboration qui sera mis aussi dans le chat pour voir à quoi elle ressemble concrètement. Donc, comme on l'a dit, cette convention, elle encadre vraiment les engagements du HDH, donc en termes d'appui en conseil, soutien financier, la mise à disposition de la plateforme technologique et les engagements du porteur de projet, à savoir la mise en open source sous licence permissive des codes sources de l'algorithme de ciblage ou des outils et la documentation et les programmes informatiques. On présente aussi le pilotage opérationnel du partenariat et des règles de décision, les principes de confidentialité et de communication, etc. Petit rappel donc des modalités de réponse à l'appel à projet. La date limite de candidature est fixée pour le 23 à 21 heures. Il faut déposer votre candidature sur le portail démarches simplifiées. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui sera aussi mise dans le chat. Donc là, petit aussi rappel sur les dates. Mars-avril, on avait eu des webinaires d'information dont le replay vous sera envoyé prochainement. La date limite pour la candidature, c'est le 23 avril à 21 heures. Fin mai, on aura un jury qui sera composé de spécialistes afin d'établir donc les classements des demandes. Et début juin, il y aura l'annonce des lauréats. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions et merci beaucoup pour votre attention. Si un porteur de projet académique fait appel à un prestataire spécialisé SNDS pour le développement complet de l'outil thématique 2 et 3, et les coûts associés à cette prestation sont-ils directs ou indirects?
Y a-t-il également un impact sur le paiement de la TVA? Alors, je me permets de répondre directement à cette question. Bonjour à tous. Effectivement, sur la règle financière, vous pouvez le mentionner. L'idée, si je comprends bien, c'est que le bénéficiaire direct, ce soit vous, donc le porteur de projet, et que les fonds seraient ensuite réfléchis vers le prestataire. Dans ce cas, ça ne pose pas de souci, c'est bien quelque chose qu'on prend en charge, si possible. Et effectivement, si il y a de la TVA qui est pris, et qui est indiqué dans le cadre de cette prestation, on peut tout à fait aussi le prendre en charge. Simplement, ça fera partie de l'assiette du financement et il faudra nous fournir un justificatif de non-récupération de la TVA. Merci Maxime pour les précisions. Si j'ai bien compris la question, c'est que vous bénéficiez d'un accès permanent. Donc, effectivement, sur la fiche SNDS, c'est pas forcément nécessaire de nous la compléter. En revanche, il faudrait que dans le dossier de candidature, ce soit bien clair pour que les membres du jury puissent avoir l'information facilement. C'est vraiment ça le point d'attention. Dans tous les cas, pour les dossiers ils seront éligibles et qui passeront donc en comité de sélection, c'est des éléments que vous pouvez aborder à l'oral. Donc, on ne passera pas à côté. Mais je préfère que ce soit bien visible sur le dossier de candidature. Comme ça, on évite de pénaliser les propositions. Merci. Il y a une question, faut-il soutenir son projet devant un jury? Donc effectivement, lorsqu'on aura fait les phases d'éligibilité, donc on aura vérifié que le projet est éligible, vous allez passer devant un jury d'experts indépendants qui vont du coup challenger vos projets. Comme le disait Naores, les auditions, elles sont fermées. Et du coup, effectivement, ce jury pourra challenger votre projet et c'est lui qui aura le mot de la fin sur le fait que votre projet pourra recevoir ou non le financement de l'AMI BOAS. Donc, toutes les informations pratiques seront communiquées, bien sûr, dans un deuxième temps. Je me permets aussi de compléter un petit point. Je vois qu'il y a d'autres interrogations sur TVA, hors taxes, TTC, etc. Pour être vraiment clair, si vous voulez, le mode de financement, c'est de la subvention de l'activité. Donc, si on fait du financement direct, il n'y a pas de TVA sur le fait que nous, on vient de financer, par exemple, une activité qui serait réalisée dans le cadre par quelqu'un de vos équipes. En revanche, si vous passez sur un mode qui est plutôt lié à la prestation, si vous avez besoin de faire appel à un autre acteur, là, pour le coup, on peut intégrer en fait la prise en charge de la TVA. Ça se passe plutôt dans cette logique. Si jamais il y a d'autres questions qui sont plus précises, puisqu'il y a des spécificités de vos projets, on est évidemment à votre disposition. On a remis dans le chat normalement l'adresse mail, le contact BOAS. On aura bien évidemment le temps de vous répondre et voir de vous rappeler si jamais vous voulez qu'on creuse un petit peu la question. C'est des points qui sont souvent un peu techniques, mais qui ne doivent pas être bloquants pour vous permettre de déposer un dossier. Donc, il y a une question concernant où se trouvent les trames de documents à renseigner pour constituer le dossier de candidature. Donc, on va remettre dans le chat le lien vers Démarche Simplifiée, qui est la plateforme sur laquelle vous pouvez compléter votre dossier. Donc, je vais le faire prochainement. Et il y avait une question concernant les délais et moyens pour les auditions. Entre du coup les auditions et la réponse finale, c'est assez rapide puisque les auditions sont fin mai et l'annonce des lauréats est prévue début juin. Donc, comme je le disais, les dates exactes et les informations pratiques seront communiquées prochainement. Mais c'est à peu près ça en termes d'ordre d'idée. Et par ailleurs, toutes les personnes qui seraient intéressées de candidater, qui nous proposeront un dossier, évidemment, on verra à bien à vous transmettre les informations au fil de l'eau, essayer de vous aiguiller au mieux pour que ce soit le plus clair possible. C'est que le process n'est pas forcément très, très visible de l'extérieur. Nous, on a un peu le nez dedans, mais voilà, on fera attention à ce que nos mails soient les plus clairs possibles et que vous puissiez aussi vous organiser. Parce qu'on a bien conscience que vous avez également des journées bien chargées. Voilà. OK. Donc là, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Comme le disait Maxime, on est vraiment disponible à l'adresse mail AMIBOAS pour répondre à vos questions si vous en avez des plus précis ou autres. Et je me permets juste un petit point de précision sur la question faut-il soutenir son projet devant le jury. Alors, ce n'est pas forcément une obligation. Ça dépendra du nombre de dossiers qu'on va obtenir. Si vous voulez, effectivement, nous, on est chargé de faire un premier filtre qui est lié à l'éligibilité. L'objectif, c'est de pouvoir s'assurer que le dossier est complet et que les jurys auront toutes les pièces nécessaires pour pouvoir examiner votre proposition. Ensuite, si on a une volumétrie importante de dossiers, là, en fait, le jury se réunira, mais sans convoquer donc, les différentes équipes, et fera finalement une première shortlist, on dira, qui permettra d'avoir en fait un nombre de candidatures un petit peu plus réduit lors du comité de sélection. Uniquement les personnes qui sont au comité de sélection, finalement, sont invitées à pitcher leur projet
et à répondre aux interrogations que pourrait avoir le jury. Et évidemment, ce préfiltre, il se base sur l'éligibilité, il se base vraiment sur la complétion du dossier, sur la présélection, qui a un nombre encore important de dossiers. Là, ça se base sur les critères de sélection qui ont été détaillés par Laurie et Nawaz. Et que vous pouvez retrouver dans le cahier des charges. Il y a une dernière question. Tu peux répondre? Sur les frais de fonctionnement, alors oui, c'est considéré comme des frais indirects, donc c'est les frais de gestion. Ouais, petite précision là-dessus. Vous avez le détail dans le règlement financier, mais je vais me permettre de compléter comme ça, vous avez un peu les éléments clairs. Les frais de gestion, dans la doctrine du HDH, on ne pourra pas prendre plus que 15%, donc c'est le maximum. L'idée, c'est simplement après de justifier quels sont, vers quel poste vous fléchez ces éléments, qu'on comprenne et qu'on puisse nous après derrière justifier l'octroi de deniers publics. Et voilà, le maximum, c'est 15% et ça ne s'applique que sur les frais personnels et certains coûts qui sont liés au fonctionnement de la structure, mais pas par exemple sur la prestation ou ce genre de choses. Ce n'est pas l'enveloppe totale du financement qui est éligible au taux que nous en avons fait. Encore une fois, c'est un peu technique. Si vous avez besoin qu'on prenne le temps d'en discuter, on pourrait le faire. Il y a une autre question concernant le budget. Alors effectivement, si je comprends la question, c'est que vous n'avez pas les mêmes modalités de facturation, plutôt de calcul. Ce que je comprends bien, on a déjà eu le cas, donc c'est une chose qu'on sait traiter. L'idée, c'est d'avoir en fait une estimation qui est proche finalement de ce qui coûte réellement finalement à une personne qui mobiliserait du temps sur une tâche. Donc, tout ce que je veux dire de manière un petit peu plus directe, c'est globalement, c'est pas un TGM chargé. Ce sera plutôt un TGM réel. Ça, c'est un petit peu plus complexe. Si vous voulez, on peut prendre le temps de se rappeler et que je vous explique un petit peu plus en détail la logique. Oui, effectivement, il y a une question par rapport au système de vagues. Donc, comme je le disais, l'AMI, il est ouvert de façon continue. Donc là, c'est un webinaire de présentation de la 8e vague. Donc, la relève est effectivement à la fin du mois, mais elle sera suivie d'une 9e vague pour ce même AMI. Donc, pas de problème si vous ne pouvez pas postuler à cette vague, il y en aura d'autres. Comment on peut vous joindre, Monsieur Caillé? Donc, si possible, envoyez un mail à amiboas@elsdatahub, comme j'ai mis dans le chat, et on pourra programmer un échange à l'issue de votre demande. On va essayer de vous contacter directement par message privé dans le chat pour vous faciliter un peu la mise en relation si on arrive à le faire. Et sinon, effectivement, on peut passer par l'adresse standard. Ah, on n'entend pas mes réponses. Ah. Si vous n'entendez pas mes réponses, je vais essayer de me rapprocher du micro et je suis désolé. Concernant juste le point évoqué par monsieur Thomé, on essaie de vous répondre par message privé pour que vous puissiez rentrer en contact. Sinon, n'hésitez pas à utiliser l'adresse générique BOAS. C'est la même équipe qui est derrière, donc on n'aura pas de facilité à prendre rendez-vous ou à échanger si vous voulez qu'on rentre plus en détail là-dedans. Ouais, très bien. On vous envoie juste mon contact mail direct. Et concernant les autres éléments que j'ai évoqués, si on ne m'a pas entendu, je vais essayer d'être synthétique. L'idée, alors les quelques points qu'on a précisés, c'est sur le processus de sélection globalement. Disons que si on a une volumétrie importante du dossier, on passera par 3 étapes. Le premier filtre sur l'éligibilité qui est effectué par le HDH. Un second, si le nombre de dossiers est trop important, qui est réalisé par le jury sans convocation des équipes. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir 10, 11, peut-être 12 projets qui seront auditionnés et qu'on convoquera. Évidemment, on vous partagera des mails à chaque jalon pour vous donner les informations clés, pour que vous ne soyez pas perdus. On sait que le process est un peu complexe. Et autre point qu'on a évoqué, si je ne me perds pas trop dans les quelques éléments évoqués sur la TVA, l'idée c'est que la TVA, donc on peut la prendre en charge côté financement HDH uniquement sur les éléments qui seront liés à de la prestation, pas sur les coûts qui sont portés par les équipes mobilisées, par vos propres équipes mobilisées. Pardon. Là, on est plutôt sur une logique de subvention de l'activité réalisée. Merci. Il y a une autre question qui porte sur la possibilité de candidater à 2 thématiques en parallèle. Donc, généralement, le projet il va correspondre à une thématique en particulier. Si vous avez 2 projets différents qui correspondent à 2 thématiques, vous pouvez postuler à 2 thématiques différentes. Par contre, un projet va correspondre à une thématique. Donc, ce n'est pas vraiment possible de candidater à 2 thématiques différentes pour un même projet. Et ensuite, il y a une autre question concernant
une possibilité d'échec d'éligibilité à la vague 8. Tout à fait. Donc, l'objectif des auditions, c'est aussi que les experts vous fassent remonter des points qui pourraient être bloquants pour que vous puissiez améliorer la construction du projet. Donc, vous pouvez tout à fait revenir lors de la vague 9 en ayant pris en compte les commentaires qui ont été faits par le jury lors de la vague 8 et à ce moment-là, être financé pour la vague 9. Donc, aucun problème là-dessus. Je dirais que c'est même l'ambition, hein. Enfin, en tout cas, nous, on attache à garder du lien avec les personnes qui sont intéressées par nos activités et par les AMI qu'on peut aussi proposer. Donc, effectivement, si certains membres du jury estiment que le dossier manque de certains points et que vous avez la possibilité de pouvoir y répondre facilement et y recandidater, c'est vraiment envisagé, c'est même plutôt encouragé de notre côté. Donc, avec plaisir. Il y a une dernière question sur le bureau d'études. Je te la laisse, Maxime. Alors, c'est la dernière, donc le bureau d'études qui prend en charge la partie technique du développement de TIL apparaît sur le protocole pour mentionner l'expertise nécessaire au projet, même si ce n'est pas considéré comme un partenaire dans la mesure où c'est un sous-traitant. Effectivement, là, je vais vous donner une réponse un peu de Normand, mais toutes les informations qui permettent d'avoir une vision claire sur votre projet, elles sont les bienvenues. Pourquoi je dis ça, c'est qu'effectivement, si vous ne le mentionnez pas, n'importe quel membre du jury pourrait tout à fait estimer que le projet n'a pas encore creusé cette éventualité, n'a pas encore identifié un partenaire. Donc, voilà, ça permettra d'avoir une vision plus précise du projet et ça peut que aller dans le sens de la bonne compréhension de votre proposition. Donc, même si effectivement, ce n'est pas un partenaire en tant que tel, plutôt un rôle de sous-traitant, n'hésitez pas à le mentionner, d'autant plus si c'est un partenaire que vous avez identifié qui a une expertise particulière, ce sera d'autant plus intéressant et valorisé par les membres du jury. N'hésitez pas voilà, à nous écrire à l'adresse amiboas@elsdata.fr. On est vraiment à votre disposition. Et comme on vous le disait, un replay du webinaire sera envoyé. Donc, si besoin de revisionner certaines parties qui sont peut-être allées un peu trop vite, ce sera possible. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour vous, pour votre présence. On espère que vous allez candidater nombreux à la MIBOAS. Et on reste à votre disposition pour toute question ou complément d'information. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.